Au cours du Moyen-Âge, il existait des milliers de tribus ethniques à travers le monde. Beaucoup de ces grands groupes nous sont bien connus, comme les Vikings, les Francs, les Anglo-Saxons et les Mongols. Mais beaucoup de ces tribus beaucoup plus petites ont cessé d'exister, même si elles ont encore un impact sur notre culture aujourd'hui à travers les mots que nous utilisons pour décrire des actions ou des croyances, comme un Vandal, Goth et Alan. Revenons maintenant au Moyen-Âge et jetons un coup d'œil à certaines de ces tribus, les célèbres comme les moins connues. Alors tu penses tout savoir sur les chevaliers, les châteaux et les rois. Eh bien, accroche-toi à ta cotte de maille, car nous lançons une chaîne d'histoire entièrement consacrée à l'Empire romain. Je sais ce que tu te dis. Attends, l'Empire romain, ce n'est pas avant mes légendes médiévales préférées. Eh bien oui, mais reste avec moi. Rome, c'est là que tout a commencé. De la chute du puissant empire à l'ascension de vos chevaliers médiévaux, c'est une histoire qui est entièrement liée. Alors, si tu es prêt à découvrir cette période incroyable, rejoins la fête en toge sur notre nouvelle chaîne, l'Empire romain. Ça va vraiment valoir le détour dans ton voyage historique, alors je laisserai un lien dans la description ci-dessous. Et maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, bienvenue dans la folie médiévale. Huns. Entre le 4e et le 6e siècle, les Huns étaient un peuple nomade qui habitait l'Europe de l'Est, le Caucase et l'Europe centrale. Ils étaient surtout connus pour avoir accéléré l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et, de manière générale, pour avoir semé la terreur en Europe. C'étaient des cavaliers habiles, réputés pour leur férocité au combat et leur brutalité envers les peuples qu'ils avaient conquis. Avec l'aide de leur brillant chef militaire, Attila, qui régna durant la première moitié du VIe siècle et que les chrétiens de l'époque surnommaient, je cite, « le fléau de Dieu », les Huns établirent un vaste empire qui comprenait des parties de la Russie actuelle, de la Hongrie ainsi que d'autres nations européennes comme l'Allemagne et la France. Les Huns devinrent si puissants qu'il était plus facile, tant pour l'Empire romain d'Occident que pour celui d'Orient, de payer un tribut à Attila plutôt que de voir ses armées attaquer et piller sans cesse les provinces. De nos jours, le terme « Hun » évoque des images de soldats à cheval se livrant à des actes de cruauté et de brutalité extrême, et il est utilisé pour désigner toute personne sauvage, impolie et destructrice, ou simplement, vous savez, comme un petit nom affectueux pour votre partenaire. Popularisé par les écrits d'auteurs romains tels que le soldat et historien Armanius Marcellinus, qui décrivait les Huns comme une race d'une sauvagerie sans égale, des barbares, au visage balafré et au corps imposant. Malgré leur nature conquérante, l'empire des Huns fut de courte durée. Après la mort d'Attila en 453, le royaume fut divisé entre ses trois fils qui ne purent maintenir l'empire uni à cause de querelles internes. On sait très peu de choses sur la culture unique et les vestiges archéologiques sont rares. Nous ne pouvons nous fier qu'aux écrits fortement biaisés de leurs ennemis pour tenter de reconstituer leur mode de vie. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la propagande alliée faisait souvent référence aux Allemands comme aux Huns, car ce mot était devenu synonyme de cruauté et de barbarie. Vareges. Les Varegs, principalement originaires de la Suède actuelle, étaient des commerçants, conquérants et colons vikings. Au cours des 8e et 9e siècles, ils se sont installés dans les régions correspondant aujourd'hui à la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, fondant l'état de la Russesse de Kiev, le premier état slave oriental. Ils ont également formé la garde varègue byzantine, qui, du Xe au XIVe siècle, constituait une unité d'élite de l'armée byzantine et servait de garde du corps personnel aux empereurs. Selon la chronique des temps passés russes du XIIe siècle, un groupe de Varegs s'est installé à Novgorod en 862, sous la direction du chef Riourik. C'est un parent de Riourik, Oleg le Sage, qui a fondé l'état de la Russe de Kiev qui fut ensuite gouverné par la dynastie des Riorikides. Les Varegs parcoururent les ports et les systèmes fluviaux de la Russe, se livrant au commerce, à des actes de piraterie et au service de mercenaires. Ils contrôlaient la route commerciale de la Volga entre la mer Baltique et la mer Caspienne, concluant des accords avec les musulmans ainsi que les routes commerciales du Dniepr et du Dniestre, menant à la mer Noire et à Constantinople pour commercer avec les Grecs. Ces routes reliaient l'Empire byzantin et les califats abbassides à travers l'Europe médiévale et constituaient les liens commerciaux les plus importants à cette époque. Finalement, la plupart des Varegs se sont convertis du paganisme nordique au christianisme orthodoxe.
Avec le déclin de l'ère viking, la migration des Scandinaves vers la Russe cessa et ils furent progressivement intégrés par les Slaves de l'Est à la fin du XIe siècle. Projet. Les Pictes vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse, au nord du Firth of Forth, pendant le début du Moyen-Âge. Ils ont d'abord été appelés Picti par les Romains, ce qui se traduit du latin par les pinces. Cela est probablement dû au fait qu'ils aimaient couvrir leur corps de tatouages. Les historiens modernes appellent leur territoire la Pictie. Les Pictes étaient en fait des guerriers féroces et, malgré la conquête des Bretons par les Romains, ces derniers n'ont pas réussi à prendre le contrôle de la tribu, ni à conquérir ce qui allait devenir l'Écosse. Les Pictes utilisaient des tactiques de guerre de guérilla et menaient une vie nomade sans communauté fixe. Le mur d'Adrien, également connu sous le nom de mur des Pictes, ainsi que le mur d'Antonin, construit plus tard, ont été érigés à travers le nord de l'Angleterre par les Romains pour séparer la Bretagne de ce que l'historien Augustin appelle les barbares. Ils parlaient la langue picte, aujourd'hui disparue, et avaient leur propre culture et art mystérieux. On peut encore trouver des pierres sculptées monumentales des Pictes à travers le nord de l'Écosse et ses îles. En 685 après Jésus-Christ, les Pictes ont participé à l'une des batailles les plus décisives de l'histoire écossaise, la bataille de Dunechtain contre les Angles de Northumbrie qui vivaient et régnaient dans le nord-est de l'Angleterre. Si les Pictes avaient de perdus, alors le pays d'Écosse n'aurait peut-être jamais existé. Ce récit de la bataille a été consigné dans la chronique de Holyrood du XIIe siècle. Citation. En l'an 685, le roi Ecgfrith mena rationnellement une armée pour ravager la province des Pictes, bien que beaucoup de ses amis s'y soient opposés. Et, à cause de la fuite feinte de l'ennemi, il fut conduit dans les défilés de montagnes inaccessibles et anéanti avec une grande partie des forces qu'il avait amenées avec lui. Malgré leur réputation de farouches guerriers, les Pictes ont disparu de l'histoire vers la fin du premier millénaire. Il est probable qu'ils aient été absorbés par une autre tribu appelée les Gaels et qu'ensemble, ils aient créé le royaume d'Alba, un ancien nom pour le royaume d'Écosse. Vandals. Ces peuples germaniques ont été signalés pour la première fois comme habitants de ce qui est aujourd'hui la Pologne moderne à l'époque de l'Empire romain. Au début du Moyen-Âge, vers le Vieux siècle, ils ont traversé le Rhin et ont établi des royaumes dans la péninsule ibérique, puis dans les îles de la Méditerranée occidentale et en Afrique du Nord. En 439, ils y ont établi un royaume sous le règne du roi Genséric. 16 ans plus tard, les Vandales ont réussi à mettre Rome à sac. Le pillage a duré 2 semaines et Genséric et son armée vandale ont dérobé d'énormes quantités de trésors. Ils ont détruit les aqueducs qui approvisionnaient la ville en eau et arraché le toit du temple de Jupiter Optimus Maximus, emportant les tuiles de bronze doré, d'où vient le mot moderne vandalisme. Il est possible que Rome n'ait été épargnée du massacre et de la destruction par le feu que parce que le pape Léon le Grand a supplié Genséric de faire preuve de clémence. En quittant Rome, les Vandales sont retournés en Afrique du Nord et ont emmené avec eux l'impératrice romaine Licinia Eudoxia et ses 2 filles. Le royaume germanique des Vandales s'est effondré en 534 après une guerre d'1 an contre les forces byzantines de l'empereur Justinien Ier qui a reconquis la province pour l'Empire romain d'Orient. Alains. Les Alains étaient une ancienne tribu iranienne. C'était un peuple nomade comme les Huns, ils étaient assez connus pour leur habileté à cheval. Pendant environ 300 ans, à partir de 450, les Alains se sont retrouvés pris au milieu des conflits militaires entre l'Iran et les Byzantins. Après que les Huns aient envahi la région du Caucase du Nord, de nombreux Alains ont migré vers l'ouest, d'autres ont rejoint les Huns, les Vandales et les Wisigoths en voyageant vers la péninsule ibérique et l'Afrique. Ceux qui sont restés dans leur région d'origine se sont convertis à l'orthodoxie byzantine au début du Xe siècle. En Europe, ils sont devenus connus pour l'alan, leurs énormes chiens de type mastif utilisés pour la chasse et la garde. La race est aujourd'hui éteinte, mais la race espagnole à l'anneau est encore utilisée pour la conduite du bétail et la chasse aux sangliers. Les Alains ont établi un réseau d'alliances de tribales entre le 9e et le 12e siècle, qui s'est finalement développé en royaume chrétien d'Alanie. Lorsque les Mongols ont écrasé le royaume en 1239, les Alains se sont divisés en 3 groupes. Certains sont partis vers l'ouest en Europe et se sont installés en Hongrie. D'autres se sont repliés dans le Caucase central et un 3e groupe est parti vers l'est jusqu'à Pékin pour devenir garde au service des khans mongols. Cependant, ils ne sont pas partis sans se battre.
Selon le rapport de l'archevêque et explorateur italien Giovanni d'Appian del Carpine, datant de 1205 ans, lors d'un siège de montagne, les Alains ont résisté aux Mongols pendant 12 ans. Je cite, « Lorsqu'ils commencent à assiéger une forteresse sur la terre des Alains, nous croyons qu'ils l'ont assiégée pendant 12 ans, et ils ont opposé une résistance courageuse et tué de nombreux Tatars, y compris beaucoup de nobles. » Les Bretons sont un groupe ethnique qui existe encore aujourd'hui. Ils ont émigré de Grande-Bretagne vers le nord-ouest de la France du IIIe au IXe siècle après l'effondrement de la Bretagne romaine, en particulier depuis les régions du Devon et des Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ils ont emporté avec eux leur langue celtique, qui a évolué à partir du cornique et du gallois. Lors de la conquête normande de l'Angleterre, les Bretons étaient dès les plus remarquables parmi les forces non normandes. De nombreuses familles bretonnes qui occupaient les plus hauts postes dans la nouvelle société étaient mariées à des Normands. Doliankai, c'était un terme donné à un groupe de peuples des forêts du Nord par les Mongols. Au début de l'Empire mongol, qui a commencé du XIIIe au XIVe siècle, les Oryankai vivaient dans le centre de la Mongolie. L'homme d'État et historien du XIIIe siècle, Rachid al-Din Ahmadani, qui vivait dans la Chine des Yuan, une dynastie impériale dirigée par les Mongols, a décrit les peuples des forêts Uryankai comme menant une vie extrêmement isolée dans les forêts sibériennes, chassant à ski et vivant dans des tentes faites d'écorce de bouleau. Certains Uryankai vivent encore dans les montagnes Khentai. Visigoths. À ne pas confondre avec les gens qui s'habillent en noir et écoutent Joy Division, cette tribu germanique est apparue pour la première fois dans les Balkans sous le commandement du roi Alric Ier, en tant qu'allié militaire barbare des Romains. On ne connaît pas vraiment leurs origines, bien qu'ils soient possiblement les descendants des Tervinges venus des plaines du Bas-Danube. Les relations entre les Romains et les Goths étaient tendues. Sous le règne d'Alric, les Goths ont envahi l'Italie et mis Rome à sac. Les Goths se sont installés dans le sud de la Gaule, en Europe occidentale, et ont établi un royaume indépendant avec pour capitale Toulouse. Cependant, leur règne a pris fin lorsque les Francs, sous Clovis Ier, les ont vaincus à la bataille de Vouillé en 507. Les Wisigoths sont surtout connus pour leur domination sur l'Espagne et le Portugal, où ils ont construit plusieurs églises. Vers 589, sous le règne de Ricared Ier, ils se sont convertis au christianisme nicéen. En 654, le code wisigothique fut achevé. Il a rassemblé les lois romaines et gothiques en tant que lois hispaniques. Cela signifiait que tout le monde dans le royaume vivait sous le même code juridique, combinant les lois catholiques, germaniques et romaines et intégrant ainsi le peuple. Lors de la bataille de Guadalete en 711, les Wisigoths furent vaincus par une force d'invasion arabe et berbère. Leur royaume tomba rapidement après l'assassinat de Rodrigue, le roi wisigoth. Plusieurs autres chefs de l'élite furent également tués et le royaume gothique s'effondra. Sémigaliens. Les Sémigaliens étaient une tribu balte qui habitait le nord de la Lituanie et la région centre-sud de l'actuelle Lettonie. Au cours des croisades du Nord au XIIIe siècle, qui étaient des campagnes visant à christianiser les peuples autour des rives de la mer Baltique, les Sémigaliens étaient réputés pour leur lutte prolongée contre les chevaliers teutoniques et les croisés allemands. Pendant l'époque des Vikings, les Sémigaliens ont participé à des batailles contre les Suédois, et l'historien danois Saxo Grammaticus a noté que le peuple de Semgala a été écrasé par la coupe en étoile des Vikings. En 1106, lorsque les Rurikides, qui étaient des descendants des Varegs, ont tenté d'asservir les Sémigaliens, ils ont été vaincus, et les chroniques russes affirment que jusqu'à 9000 soldats russes ont été tués. Au XIIIe siècle, l'ordre de Livonie, une branche des chevaliers teutoniques, a lancé une vaste campagne contre les Sémigaliens. En 1290, en plus de brûler les récoltes pour provoquer la famine, les Livoniens ont détruit le dernier château restant, si bien que 100 000 Sémigaliens ont migré vers la Lituanie pour continuer leur lutte contre les Allemands.